Didier Lallemand explique qu'il n'a pas trouvé les organisateurs d'une manifestation de policiers en colère qui n'était pas déclarée. Pourquoi est-ce que c'est un mensonge, selon vous ? Parce que les organisateurs étaient sur les chaînes d'infos en continu pour expliquer les raisons de leur manifestation, premièrement. Donc voilà, et je crois qu'il est plutôt bien informé, le préfet de police, surtout qu'il a reçu, à la suite de ces manifestations, ceux qui les avaient organisés pour négocier, discuter avec eux. Donc il peut me dire tout ce qu'il veut, mais pas qu'il ne les connaît pas. Bon, alors je ne sais pas si c'est un mensonge. Mais qu'est-ce qu'il dit, ce mensonge ? Est-ce que c'est une volonté de protéger ses troupes ? Voilà. Ou est-ce que ça dit autre chose de la façon dont le préfet de police de Paris envisage le maintien de l'ordre et son rapport aux manifestants ? Écoutez, pour moi, la raison fondamentale de sa prise de position et ce qu'il raconte là, c'est le mépris de l'Assemblée nationale avant tout et d'abord d'une commission d'enquête. Il s'en fiche. En vrai, il s'en fiche. Pourquoi il s'en fiche ? Mais parce qu'on vient le convoquer là, c'est Hugo Bernalicis qui a demandé sa démission au moins 30 fois pour sa gestion du maintien de l'ordre, il n'a pas envie de nous répondre, ça le saoule. Au départ, il nous avait expliqué qu'il n'avait rien à voir avec l'indépendance de la justice, il avait voulu ne pas se présenter devant la commission d'enquête. On a été un peu insistant quand même, en disant bon, parce qu'on avait déjà vu le directeur général de la police nationale sur le même sujet. Il dit mais moi je vais vous répondre la même chose que lui. Non, on veut vous voir. Et non, il s'en fiche, il s'en fiche et il répond comme ça, par-dessus la jambe, quoi. Bon, mais il s'en fiche parce qu'il a quoi, un sentiment de toute puissance, ou il s'en fiche parce qu'il vous méprise, vous, c'est quoi ? Il a un sentiment de toute puissance. Regardez sur les drones, la CNIL qui a dû rappeler, prendre une sanction sur le ministère de l'Intérieur en disant quoi ? Respecter ce qu'a décidé le Conseil d'État. Voilà, c'est quand même extraordinaire. On demande au préfet de police de Paris et au ministre de l'Intérieur de respecter une décision du Conseil d'État. Il a quand même joué avec le feu, et ça c'est peut-être le côté électoraliste, en laissant à des personnalités extrêmement clivantes sur ce sujet et tenant des propos et ayant des convictions de type laïciste à l'intérieur de son gouvernement. Donc il est là aussi... Vous pensez à qui ? Bien évidemment à Jean-Michel Blanquer, voire à Gérald Darmanin, à Marlène Schiappa, qui n'a pas été aussi... qui s'est durcie au fur et à mesure des responsabilités qu'elle a prises. Bon, il faut qu'il compose aussi, et je pense que c'est aussi là où c'est un peu électoraliste, c'est qu'il faut qu'il compose avec toutes ces sensibilités. C'est une histoire comme on en entend rarement, et tant mieux. Une histoire de violence policière dont la victime présumée est une femme enceinte. Le 21 décembre dernier, Déborah A, 23 ans, enceinte de 4 mois et demi, perd son premier enfant. Elle affirme avoir été violentée par la police quelques jours plus tôt lors d'un contrôle pour non-port du masque. Le parquet de Pontoise a ouvert une enquête pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique et l'IGPN a été saisie. Aujourd'hui, Déborah A s'exprime pour la première fois à visage découvert. Elle avait déjà témoigné anonymement au micro d'un confrère quelques jours après les faits. Ce matin, accompagnée de son avocat et d'une amie, elle raconte ce qui lui est arrivé. Jeudi 10 décembre, elle se promène avec sa cousine et une amie au centre commercial Arc-en-Ciel de Garges-les-Gonesse quand les policiers les ont contrôlés pour non-port de masque. Nous avons croisé 2 policiers. Un d'entre eux nous a dit « Les filles, mettrez votre masque gentiment ». Et ensuite, on a dit oui tout de suite. Et là, sa collègue elle a contesté. Et elle nous a dit « Venez, je vais vous verbaliser, j'en ai marre de ces jeunes dans le centre commercial qui ne portent pas de masque ». Nous avons passé notre pièce d'identité. Et après, elle nous a verbalisé. Elle nous a laissé partir et nous étions en conversation privée avec ma cousine et mon amie. Une conversation privée donc avec des propos familiers, voire grossiers, qui selon Déborah ne s'adressaient pas aux policiers, mais que les policiers ont pris pour une insulte. Elle est revenue vers nous en courant, en attrapant le poignet de ma cousine, en lui disant outrage à l'agent, je vous embarque, voilà, vous allez en garde à vue. Elle a plaqué ma cousine au sol. Ils sont venus à plusieurs sur elle et ensuite j'ai paniqué. Des vidéos de témoins montrent en effet sa cousine plaquée au sol et une atmosphère tendue et brutale. Déborah A, la plaignante, affirme elle aussi avoir été violentée. Cette même policière du début, elle m'a attrapée par le bras. Elle m'a poussée contre le mur 3 fois violemment.
Ensuite, elle est revenue vers moi, elle m'a attrapée par le bras, elle m'a tiré dehors. Et elle m'a dit, en sous-courant, elle m'a dit excuse-toi, excuse-toi, excuse-toi. Et selon elle, sa grossesse n'a pas changé l'attitude de la policière. Pendant qu'elle me poussait contre le mur, je lui disais je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Et ça n'a eu aucun effet? Non. C'est justement sa collègue qui l'a poussée. Enfin, pas poussée, mais c'est pareil. Même quand sa cousine le lui signale, cela ne change rien selon elle. Ma cousine, elle a répété à plusieurs reprises, et mon amie aussi qui était témoin, elle a répété à plusieurs reprises que j'étais enceinte. Et d'autant que dans la première plainte déposée par Déborah que nous avons consultée, l'enquêteur constate que son ventre était, je cite, bien sorti. Déborah est emmenée en garde à vue, mais relâchée au bout de quelques heures en raison donc de sa grossesse. Tout de suite, elle ressent des douleurs, se rend donc aux urgences de Sarcelles où un gynécologue l'examine et lui dit qu'elle peut rentrer chez elle. Le lendemain, toujours prise de douleur, elle retourne aux urgences, cette fois au Blanc-Ménil, car elle a très mal au ventre. Le médecin qui l'examine établit un certificat médical, un certificat d'ITT où on peut lire que l'examen clinique met en évidence une contusion lombaire et des métrorragies, soit des saignements chez une femme enceinte. Il prescrit 8 jours d'interruption temporaire de travail et estime la durée des soins à 15 jours. Et le médecin la renvoie chez elle. Mais le soir même, Déborah y retourne et elle est cette fois hospitalisée. L'hôpital, dans son compte-rendu, constatera que la poche des os est descendue dans le vagin et que Déborah présente des ecchymoses, et cela 2 jours après les faits. Déborah ne ressortira de l'hôpital que 10 jours plus tard, après avoir accouché d'un enfant mort-né. Pour l'avocat de Déborah, maître Vincent Bringart, pas de doute sur le lien de cause à effet. Mais lorsque vous avez déjà un certificat d'ITT qui fait état d'une incapacité de travail de 8 jours, que vous avez encore une fois un état de grossesse qui était tout à fait normal jusqu'au 10 décembre, et que dans la nuit du 10 décembre, vous avez de premières douleurs, et que ces premières douleurs entraînent une hospitalisation, et que cette hospitalisation est continue, et que cette hospitalisation donne lieu à ce que Déborah accouche d'un enfant mort-né, ça fait beaucoup. Mais si vous mettez en parallèle à la fois les éléments médicaux, les témoignages et cette chronologie, il y a plus qu'une suspicion. Il y a une présomption de causalité qui est manifeste. Il y a un contraste saisissant entre les constatations qui ont été faites par les gynécologues quelques jours avant et celles qui ont été faites quelques jours après, où ils constatent effectivement des lésions, etc. Donc tout ça nous amène à considérer qu'il existe un lien de causalité entre l'intervention policière et la perte de l'enfant de Déborah. Et Déborah, elle, veut se battre. Je sens une injustice un peu. J'ai perdu ma fille. Je veux une justice pour ma fille. Aujourd'hui, Déborah et son avocat demandent l'ouverture d'une information judiciaire et une expertise médico-légale. L'autopsie du bébé est-elle en cours et les résultats seront connus d'ici quelques semaines. Ils ont déposé une plainte avec constitution de partie civile pour violence volontaire par personne dépositaire de l'autorité publique ayant entraîné des mutilations permanentes, puisque l'homicide involontaire ne peut être invoqué lorsqu'il s'agit d'un fœtus qui n'a pas le statut de personne. Le parquet de Pontoise a donc saisi l'IGPN pour enquêter sur les faits. Et avec Célia Mebroukine, nous avons contacté l'IGPN. À ce stade, pas d'enquête administrative ouverte ni de mesures de suspension envers les policiers. Déborah, elle, a été convoquée le 6 juillet prochain pour outrage, des faits qu'elle conteste. En permanence, je crois qu'il y a eu des disqualifications à la fois des discours des étudiants et des jeunes par rapport à ce qu'ils vivaient. Je vous donne un exemple tout récent. Une étudiante m'expliquait que ses parents n'arrêtaient pas de lui dire « ce n'est pas la guerre ». Mais évidemment, ce n'est pas la guerre, la situation qu'on vit, mais il y a quand même une sorte de violence extrêmement forte liée aux conditions que tout le monde vit, et plus particulièrement les étudiants, parce que vous avez une frontière qui a complètement explosé, et ça, je crois que tous ceux qui travaillent en télétravail ont pu le vivre. Cette frontière entre vie privée et vie publique a complètement disparu. Vous êtes en permanence soumis à une vie extérieure chez vous. Et en ce qui concerne les étudiants, en plus de cela, on les a rendus responsables pendant un temps de la propagation du virus, donc avec le sentiment qu'ils ne pouvaient pas se plaindre et qu'en plus ils étaient responsables. Ça, je pense que c'est un peu hypocrite de la part des discours publics qui ont pu être tenus, parce que globalement, on s'est rendu compte que la diffusion du virus était propre à toutes les catégories.
et qu'à ce titre, les étudiants étaient les plus ciblés, les plus désignés, et en plus dans des conditions les plus précaires qu'ils soient en situation, enfin, dans une cité universitaire ou qu'ils vivent chez leurs parents. Je crois que dans les deux cas de figure, il y a vraiment une sorte de d'effraction qu'ils vivent intensément, comme on la vit tous plus ou moins, mais eux avec beaucoup moins de moyens de réagir, et notamment parce que ce sont des sujets dépendants. Et je crois qu'on peut faire un parallèle avec les sujets âgés à ce titre. Simon, qui a préféré rester anonyme. Simon prépare le CAPES d'histoire. Il vit dans 30 mètres carrés avec sa copine à Paris. Il ne s'estime pas mal loti, mais il ne va pas bien. Comment vous vivez cette période ? Avec beaucoup de colère, un gros ressentiment, une dépression forte et l'impression de ne pas être écouté. Déjà en dépression avant la pandémie, le confinement l'a aggravé. Le confinement de 2020 a été catastrophique. Le manque d'informations, la peur, l'impression que de toute façon notre santé passera toujours après la valeur du concours. Et j'ai été diagnostiqué avec une très grande dépression en septembre. Donc là, je suis traité pour la dépression et pour des pensées suicidaires. Est-ce que vous avez eu l'impression d'avoir été accompagné dans tout ça ? Alors, par ma psychiatre, oui. Par ma famille, oui. Par ma compagne, oui. Par la fac, non. Pas du tout. Pas d'accompagnement de la part de la fac, c'est bien ça qui le met en colère. Les charges de travail sont énormes, l'administration nous ignore, nous envoie des mails clairement méprisants. Puis le gouvernement, voilà, c'est pas avec Frédérique Vidal qu'on va se sentir soutenu. Un message pour votre ministre, Frédérique Vidal ? Il faut absolument qu'elle prenne conscience de nos conditions. C'est pas possible d'avoir menti en septembre sur les conditions de rentrée, c'est pas possible de maintenir les conditions actuelles, c'est pas possible d'avoir un tel silence sur les suicides, sur les tentatives de suicide, même sur les gens qui ne se suicident pas mais qui sont en dépression. Donc elle va peut-être se réveiller, voire démissionner, parce que de toute façon elle est responsable de ce qui se passe actuellement. Carrément démissionner. Carrément démissionner. Elle est responsable. Quand on tient un ministère et que les gens qu'on a sous sa tutelle se suicident, je voudrais savoir, au niveau de l'économie, comment on fera quand on ne pourra pas se relever. Parce que quand on aura perdu nos artisans, qu'ils ont perdu leur boulot, on ne les aura plus comme clients. Et nous, restaurateurs, on en bavera. Donc on va en crever quoi qu'il en coûte. L'État a quand même annoncé des aides, 10 000 € par mois. Est-ce que vous les recevez ? Est-ce que c'est suffisant ? On les a reçus le mois dernier, on les a pas reçus ce mois-ci. Pas encore. Non, pas encore. Mais on est le 19. Voilà, on est déjà le 19, hein, donc, sauf que nous, les salaires, on les sort le 5. Que les crédits, en général, vous savez comment ça marche, vous les sortez à peu près vers le 10, votre loyer pareil. Donc nous, tout est déjà parti, sauf qu'on est déjà à découvert. Donc on va engranger du découvert et engranger des frais bancaires qu'on n'avait pas avant, d'accord ? Juste parce que l'État ne sait pas s'organiser au niveau de ce site, hein, sur le site d'aide pour les métiers d'artisanat et surtout pour les restaurateurs. Il a envoyé au 15 du mois, il a dit à toute la France, tous les restaurateurs, allez, connectez-vous, faites des clics dessus, ça va marcher, ça bug tout le temps. Et il y a énormément de refus. Énormément. Donc là, moi, j'ai une liste de personnes qui ont été refusées alors qu'ils avaient été acceptés lors du mois de novembre. Hein, et on ne sait pas pourquoi. Donc on appelle les impôts, on a appelé Bercy, la centrale de Bercy. Hein, il y a une cellule d'urgence, entre guillemets. Il y a une seule personne pour 10 000 dossiers. Je ne crois pas que l'État ait mis assez de personnel pour aider les restaurateurs. Et il y a des gens qui se suicident. Hein, on en parle. C'est grave pour ce qui s'est passé, c'est grave pour Camille, c'est grave pour son frère. C'est grave aussi pour ce que ça dit de l'inceste. Et puis c'est grave pour ce que ça dit d'un certain monde dans lesquels on voit qu'un Olivier Duhamel, par exemple, a été protégé par le silence pendant plusieurs années. C'est grave pour Sciences Po aussi. C'est dur pour les enseignants et c'est très dur pour les étudiants. Si vous faites le bilan des dernières années à Sciences Po, c'est quand même une institution qui a abrité pendant des années Dominique Strauss-Kahn. Ensuite, tout un certain nombre de dérives qui ont été associées à Richard Descoings. Et paf, maintenant il y a Olivier Duhamel. Leur colère est complètement légitime. Il se trouve que cette université aujourd'hui est entachée de l'affaire Duhamel, et que Duhamel était président de la FNSP, et que du coup, ça se retrouve pour l'ensemble des étudiants, et encore une fois du corps enseignant. Est-ce qu'il faut couper des têtes ou pas ? Moi,
Parce que je pense aussi sur le long terme, je pense qu'il faut plutôt une réforme de fond de la gouvernance. Et cette réforme, elle est extrêmement importante. Et je pense qu'il faut la faire maintenant parce que sinon, en fait, d'ici 6 mois ou d'ici 1 an, on aura complètement oublié et on retombera dans les mêmes travers. Les gens qui sont chargés de la gouvernance de la FNSP sont ceux qui ont donné de l'argent à la FNSP. C'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de grands patrons. D'ailleurs, souvent, ils n'ont pas donné leur propre argent. C'est des dons qu'ils vont faire au titre de la fondation de leur entreprise, au titre de leur entreprise elle-même. Donc ça crée quoi? Ça crée pour le coup un cercle de pouvoir. Pour Olivier Duhamel, on parle beaucoup du siècle. Pourquoi je pense qu'il a été aussi nommé à la présidence du siècle? Parce que ça lui permettait d'alimenter ses réseaux, et ces réseaux servent aussi à financer la FNSP. Et c'est problématique pour le coup, en termes de démocratie, de donner plus de voix, en tout cas dans ma vision de la démocratie, on ne donne pas plus de voix ou plus de pouvoir aux gens qui ont fait le chèque le plus gros. Qui doit être le président de la FNSP? Je sais pas, mais pour le coup, je pense que ça pourrait être une présidente. Ça nous ferait quand même pas de mal. Ça enverrait aussi un symbole extrêmement fort. J'espère juste que ce qui est en train de se passer maintenant, ça va pas simplement créer une lutte de pouvoir pour savoir qui le prochain va prendre la tête de la FNSP. Je pense que avant de penser en termes de prochain président ou prochaine présidente, il faut d'abord penser la réforme des statuts. La possibilité, c'est que le prochain président ou prochaine présidente soit coopté de la même façon au sein toujours du même cercle d'une certaine façon. Mais c'est pour ça qu'il faut changer la gouvernance. Ça, je vous le dis vraiment, c'est un truc qui me paraît extrêmement important. Tant qu'on aura cette gouvernance de la FNSP, 25 membres, un collège des fondateurs avec 10 membres, 10 sur 25, c'est quand même extrêmement important. Hein. C'est pas la majorité, mais quand même en termes de majorité qualifiée, ça joue un poids qui est essentiel. Ces 10 membres, c'est les auteurs de la libéralité et c'est des gens qui se cooptent entre eux. C'est des gens qui ont choisi Olivier Duhamel. Et c'est quand même ça qui est au centre de tout. Et donc je pense que c'est sur ça, fondamentalement, qu'il faut aujourd'hui qu'on travaille. On voit déjà avec cette inauguration qui ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à présent, qu'il laisse donc cet héritage-là d'abord, c'est-à-dire une capitale qui ressemble à la Green Zone de Bagdad en Irak. Et puis surtout cet assaut du Capitole il y a 2 semaines, je crois que ça aussi c'est l'héritage Trump. Et bon, je ne vais pas revenir complètement là-dessus, mais il faut quand même rappeler la gravité symbolique et politique de ce qui s'est passé ce jour-là. C'est-à-dire un président américain qui a incité, encouragé ses partisans à prendre d'assaut l'institution du peuple pour perturber ce qui est quand même le cœur du processus démocratique, la certification des élections. Et tout ça après 3 mois de ce que les Américains appellent déjà le big lie, le grand mensonge, qui était même annoncé depuis l'été dernier, c'est-à-dire Trump qui avait dit « si je perds, c'est qu'il y aura eu fraude ». Et ça, c'est peut-être la partie la plus grave de son héritage, c'est qu'il laisse un pays ultra divisé, polarisé, mais avec aussi près des 2/3, même 70% des républicains, et donc une bonne part du pays, qui considèrent Biden comme un président illégitime, qui pensent que Trump a gagné l'élection. Tout ce qui est visible, j'ai envie de vous dire que tout ce qui est visible va un petit peu mieux avec le temps. Après, les réels problèmes que je rencontre sont ceux que j'attendais pas finalement. C'est plus, ça se passe plus dans la tête qu'autre chose, quoi. C'est-à-dire ? Là, je suis suivi par un psychiatre. Et je ne cache pas que ça me gêne un peu d'en parler, mais c'est que c'est pas facile en fait psychologiquement. Il y a toujours certaines craintes que j'ai et que je ne maîtrise pas en fait. Un exemple, c'est que la dernière fois, j'ai des policiers qui sont venus me demander un renseignement de manière très polie. Mais j'avoue, quand j'ai ouvert la porte et que j'ai vu l'uniforme, mon cœur il s'est mis à s'emballer un petit peu. C'est des réactions que je ne maîtrise pas forcément. Mais voilà, c'est dû à ça, quoi. Il faut pouvoir arranger ce qu'on ne voit pas. Et c'est un petit peu plus compliqué que le reste. Je me demande souvent, vu que pour réparer, pour me soigner, on me dit il faut que tu oublies. De l'autre côté, la justice a besoin de faire son travail, donc on me demande de me replonger là-dedans, de regarder encore ces images qui me font énormément de mal. Donc c'est pour la justice, donc je fais le truc, mais
Au bout d'un moment, à quel moment, moi, je peux réellement me soigner? Réellement. Je voudrais tourner la page. Moi, si j'attends quelque chose aujourd'hui, c'est de pouvoir réellement tourner la page. C'est que j'aimerais, après je suis peut-être un rêveur, mais j'aimerais que quand même on arrive à se rendre compte que ils ont peut-être fait un peu plus que déconner, quoi. Ce qu'ils ont vu, c'est qu'ils ont vu un noir habillé avec un sweat à capuche et une veste en cuir. Et à partir de ce moment-là, c'est un problème dans leur tête à eux. Ce n'est pas un problème pour tout le monde, mais pour eux, ça a été un problème. Si vous pouviez discuter avec les 3 policiers, vous leur diriez quoi? Pourquoi? Pourquoi vous m'avez agressé? Je leur dirais aussi, vu que par la force des choses, ils ont fini par avouer la vérité, donc qu'ils ont abusé en me mettant des coups, qu'ils ont été un petit peu loin, qu'ils demandent des excuses, tout ça, avouez aussi ce qu'on ne peut pas entendre sur la vidéo. Avouez que les insultes, ces insultes-là m'ont fait plus mal que les coups. Vous me regardez dans les yeux, on est en 2020, et vous me traitez de sale nègre. Moi, personnellement, je ne suis pas un sale nègre. C'est ce qu'ils m'ont dit en me regardant dans les yeux. Assumez ce truc-là aussi. Parce que c'est très grave. C'est bon maintenant, vous avez menti sur tout, sur toute la longueur. Là, vous êtes pris la main dans le sac. Reconnaissez vos torts. Puis j'ai envie de dire aussi à ceux qui les défendent, parce que honnêtement, ça, j'arrive pas à le comprendre. Les gens qui défendent ces policiers-là, qui sont-ils? Qui sont-ils? Les gens qui... je lis des choses où je me dis comment on arrive en tant que Français à se dire, à trouver des circonstances. Ah oui, mais il a dû sans doute faire un truc avant. Qu'est-ce que j'aurais fait avant pour mériter ça? Qu'est-ce que j'aurais pu faire avant pour mériter ça? On attend que les gens passent, on ferme la porte, et puis on massacre ce sale nègre, parce que c'est les termes qu'ils ont employés. Comment vous pouvez essayer de défendre des gens comme ça? Non, même si c'est des collègues, vous avez merdé. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de collègues à eux qui disent, à cause de ces gens-là, on a honte d'être policier. Mais vous ne devriez pas avoir honte d'être policier, il faut juste les dégager, ceux-là. J'ai découvert ce que je peux qualifier aujourd'hui sans aucune problématique, parce que je l'ai vécu, une forme de racisme d'État. Non pas parce qu'il y a des lois qui visent spécifiquement des personnes... Il n'y a pas de loi raciste en France. Non, il n'y a pas de loi qui vise spécifiquement des personnes à raison de leur origine, de leur religion ou de leur couleur de peau. En revanche, il y a une praxis, c'est-à-dire un ensemble pratique d'État qui fait qu'il y a une discrimination et que l'on vise des personnes à raison de leur religion, ce qui fut le cas pour les musulmans pendant l'état d'urgence de 2015. J'ai vu personnellement, puisque j'en ai défendu beaucoup, des personnes qui ont été assignées à résidence et perquisitionnées administrativement uniquement parce qu'ils étaient religieux ou qu'ils pratiquaient, ou qu'ils étaient musulmans, ou qu'ils pratiquaient leur religion, et qui d'ailleurs n'ont eu strictement aucune poursuite. J'ai vu dans les mémoires du ministère de l'Intérieur des rhétoriques racistes et comme par exemple l'assimilation du musulman à un islamiste, voire à un terroriste, du simple fait qu'il qu'il pouvait éventuellement pratiquer la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation, ce qui veut dire, en gros, on n'a pas de preuve contre cette personne de ce qu'il appartient à une mouvance éventuellement islamiste ou terroriste, mais dans la mesure où il pourrait pratiquer la taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation, ça prouve justement qu'il pourrait être dans la dissimulation et donc un islamiste ou un terroriste. La première chose qui est récurrente, c'est la communication de l'État à chaque fois qu'il y a une violence policière, en tout cas lorsqu'elle est médiatisée. On a un mensonge qui commence à chaque fois. Rémi Fraisse, par exemple, mensonge du ministère de l'Intérieur en disant qu'on avait retrouvé simplement un corps sur la zone de Sivins. Cédric Chouviat, ce livreur de 42 ans, 5 enfants, tué sur les quais. On dit au départ qu'il a eu un simple malaise cardiaque alors qu'on sait pertinemment que c'est pas le cas. Geneviève Leguet, on dit que Monsieur Emmanuel Macron lui-même avait déclaré qu'il n'y avait eu aucun contact entre les policiers et Geneviève Leguet alors qu'il disposait, dès à présent en tout cas, la préfecture et la procureure des vidéos publiques.
Et évidemment, un mensonge au départ pour essayer de masquer et de voiler. Pareil par la suite, avec une problématique s'agissant du traitement judiciaire, une volonté de ne pas aller au bout de l'enquête, avec des problèmes structurels, l'IGPN, qui est la police des polices, mais qui est dirigée par des policiers, le procureur de la République, qui est le superviseur des policiers, donc à chaque fois une volonté de freiner, donc des complications et une non-reconnaissance de la victime, finalement une deuxième outrance à la victime de violences policières parce qu'on ne lui reconnaît pas cette qualité. Bonjour à toutes et à tous, je suis à bord de l'Ocean Viking qui a reçu ce matin à 8h30 un signalement de l'Alarme Faune, une plateforme qui reçoit les alertes des migrants lorsqu'ils sont en difficulté en mer, concernant une embarcation qui transportait environ 120 personnes, une embarcation blanche, ce qui ne rendait pas les choses faciles parce qu'elle pouvait être confondue avec les vagues de loin parce qu'il y avait beaucoup de houle ce matin. Et donc l'Ocean Viking a commencé à se diriger petit à petit vers cette embarcation avec l'aide du Colibri, l'avion de reconnaissance de l'association Pilote Volontaire. Et lorsqu'on est arrivé à proximité, on était à peu près à une demi-heure de l'embarcation, les bateaux de secours qu'on appelle ici Easy One et Easy Two ont été jetés à l'eau. Le Easy Three s'est tenu prêt à intervenir en cas d'extrême urgence. Et lorsqu'on s'est approché du canot pneumatique qui était vraiment surchargé, plein de migrants, Tanguy, qui est le responsable des équipes de recherche et de sauvetage, a échangé avec les personnes à bord. Il les a rassurés, il leur a demandé de rester calmes. Il leur a également distribué des gilets de sauvetage à toutes et à tous. Il y avait des femmes, des hommes, des enfants, mais également un bébé à bord de cette embarcation en détresse. Et petit à petit, le Easy One et le Easy Two, en alternance, ont rapatrié tout ce monde vers l'Ocean Viking, où ils ont été mis en sécurité et pris en charge par les différentes équipes sur place. Alors il y avait environ 117 personnes à bord de cette embarcation, dont 9 femmes, 3 enfants et 58 mineurs. Il n'y avait pas de blessés graves, même si certains étaient en état de choc ou avaient très froid. Et ça a été un vrai soulagement pour les équipes de SOS Méditerranée, je dois dire, parce que la journée d'hier n'a vraiment pas été facile. On avait été alerté en effet d'une embarcation en détresse au large des côtes libyennes qui avait été finalement interceptée par les gardes-côtes libyens le temps qu'on arrive sur place pour lui porter secours. On avait également appris par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, un naufrage qui avait eu lieu mardi au large des côtes libyennes et dont on n'avait pas entendu parler, qui avait causé le décès de 43 personnes au moins, et les 10 personnes qui avaient survécu avaient été ramenées au port de Zouara en Libye. Voilà ce que je peux dire de cette journée qui a été très intense pour tout le monde, y compris pour moi. Et Jérémy, qui est l'un des responsables des équipes de recherche et de sauvetage, qui était à bord de l'Easy One avec moi ce matin, a accepté de revenir sur ces événements pour à l'air libre. On l'écoute. On a été témoin d'un énième pushback en Libye. C'est-à-dire que dans les faits, on a reçu une alerte d'une embarcation en détresse, on s'est dirigé sur zone. Et au moment d'arriver, les gardes-côtes libyens avaient déjà opéré le sauvetage et nous ont demandé de rester à une distance raisonnable. Ce qui fait que ces gens sont hors d'eau. Le sauvetage a été effectué, mais en même temps, ils ont été ramenés dans un pays en guerre, ce qui est contraire à toute loi internationale. À l'intérieur, on est tous chamboulés. Alors, il y en a certains qui sont tristes, d'autres qui sont furieux, parce que on est quand même témoin de quelque chose d'atroce à ce moment-là. Mais il faut à tout moment se ressaisir, parce que voilà, il y a des journées comme aujourd'hui où effectivement on a un sauvetage, et que si on est dans la gamberge, on n'arrivera jamais. C'est un soulagement le sauvetage d'aujourd'hui ? Un soulagement, alors c'est toujours un soulagement de réussir un sauvetage, toujours. Et oui, c'est pour ça qu'on est ici, on est dédié à cette... c'est un devoir pour nous, dédié à cette cause. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est déroulé ? Aujourd'hui, on se met à l'eau, le stress commence à monter, parce que voilà, la météo n'était pas clémente du tout. 1,50 m de houle, un vent qui commence à fraîchir. On s'approche de l'embarcation, le stress monte encore plus parce qu'elle est bondée, surpeuplée. Je crois qu'il y avait à peu près 120 personnes à bord.
petit à petit, on fait ce qu'on sait faire, quand on stabilise, on distribue les gilets, on extrait d'abord les enfants, les bébés, qui avaient 1 mois tout juste. Et ça a pris un certain temps parce qu'effectivement à cause de la houle, on ne peut pas se permettre d'approcher trop près, on a tellement peur d'abîmer leur embarcation avec notre embarcation. Il faut qu'on soit patient, extrêmement précis, et donc qu'on puisse leur expliquer et réexpliquer ce qui se passe. Et puis finalement, quand tout le monde a son gilet, on peut commencer à ramener tout le monde à bord. Là, c'est la délivrance.